Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme chaque année, dans le cadre de la Semaine argentine qu'organise l'association Fleury Rio de la Plata, et plus précisément dans la rencontre littéraire, nous avons cette année le plaisir d'accueillir Eduardo Berti, qui n'est pas venu seul, il a apporté un manteau très neigeux et qui a occasionné une surprise. Et cette rencontre littéraire, elle est en partenariat donc avec la bibliothèque de Fleury, dans laquelle cette rencontre se déroule. Lors de cette rencontre, eh bien, Eduardo va nous présenter ses différents ouvrages, et notamment Un père étranger. Ce sera animé par Serge, qui sera le modérateur, mais aussi par l'association Noir et Rouge, qui feront plusieurs lectures de ces ouvrages. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rencontre littéraire. On enchaîne. Bonsoir. Et bonsoir Eduardo. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu malgré la neige. Vous êtes écrivain de langue espagnole. Vous êtes né à Buenos Aires en 1964. Oui. Là-bas, vous avez été journaliste, littéraire. Je crois que vous avez fondé aussi une des premières radios indépendantes. Oui, avec un groupe d'amis, on était une douzaine, oui. Vous êtes traducteur aussi, ça c'est une des grandes activités que vous avez. Vous lisez énormément de livres. Surtout du français vers l'espagnol, d'une manière assez régulière, mais avec grand plaisir. Et l'anglais aussi. Oui, de moins en moins, oui. Anglais vers l'espagnol, toujours vers l'espagnol, oui. Vous avez vécu à Madrid, enfin à Paris, à Madrid, et puis depuis quelques années, vous vivez à Bordeaux. Oui. Là, c'est une ville qui vous a séduit très rapidement. Oui. Et vous êtes membre aussi de l'Oulipo. Alors peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur ce mouvement, sur ce groupe. Alors, l'Oulipo ne se considère pas un mouvement. L'Oulipo se considère un groupe de travail. Le groupe a été créé en novembre 1960 par, c'est une dizaine de personnes, mais vraiment le centre, c'était Raymond Queneau, l'écrivain, l'auteur de Sadi dans le métro et d'autres livres, et un personnage un peu moins connu, mais fascinant et clé. Sans lui, l'Oulipo n'aurait jamais existé, qui s'appelait François Le Lyonnais, qui venait plutôt des mathématiques, qui était un expert en échecs aussi et d'autres choses. Et entre les deux, ils ont eu cette idée de créer un groupe dont le but est de créer une sorte de boîte à outils pour les gens qui veulent écrire, et non seulement, parce qu'il y a des gens qui ont piqué des idées de l'Oulipo pour faire de la photographie, de la bande dessinée, du cinéma, etc. Et ces idées-là sont plutôt formelles. Ça veut dire penser et chercher et repérer des formes ou des manières de construire les poèmes, les proses, les romans, les nouvelles, mais avec des formes différentes. Pour finir l'explication et sans faire de ça une classe, un exposé, Queneau avait été surréaliste quand il était jeune. Et l'époque où Queneau avait été surréaliste, le surréalisme avait fait, non seulement le surréalisme, mais les avant-gardes de l'époque du surréalisme avaient fait éclater tout ce qui était forme. Ça veut dire que, à l'époque où Queneau quitte le surréalisme, pour plusieurs raisons, dans sa tête, il voyait il semblait qu'il y avait d'un côté des formes hyper connues, hyper classiques, comme le sonnet, et de l'autre côté, la bombe, faire tout exploser. Et c'est un peu à partir de cette question qu'il se demande, et entre les deux extrêmes, on va dire, si le chemin peut-être, ça peut être intéressant, c'est pas d'aller démolir des formes, de penser à des formes nouvelles, différentes. Et c'est un peu ça le principe. Et non seulement formes nouvelles et différentes, mais aussi, est-ce que là, ça va paraître un peu complexe, mais la forme de faire forme ne peut être différente. Ça veut dire,
dans le sonnet ou dans les poèmes classiques, la forme est combien de vers, combien de syllabes et la rime. Mais si on construit une forme d'une autre manière, si on construit une forme en disant on ne peut pas écrire sans employer la lettre E, si on peut une forme en disant on ne compte pas les syllabes mais les mots, si au lieu de rimer à la fin on rime au début, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit faire les choses que de cette manière? Et c'est à partir de ça que l'Oulipo a deux tâches, inventer des formes, mais aussi repérer des formes comme le haïku, des formes qui étaient un peu oubliées ou méconnues, et voir qu'est-ce qu'on peut non seulement récupérer, mais qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Voilà. Désolé si c'est un peu complexe ou un peu abstrait. Mais c'est un peu ça le... C'est vrai qu'on pourrait passer beaucoup de, de temps voilà. à en parler. Donc je continue. Vous avez aussi, je crois, quand vous étiez à Paris, écrit des scénarios sur l'histoire du tango. Puisque c'est quelque chose que vous connaissez et que vous aimez. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes danseur, mais non. Vous aimez la musique et la poésie. Oui, j'aime la musique, j'aime la poésie, j'aime aussi la danse. Je ne danse pas le tango. Je suis très admiratif des danseurs de tango. Mais par contre, oui, j'ai fait des scénarios. En toute honnêteté, je dois dire que quand j'ai commencé à écrire les scénarios des documentaires de tango, j'étais loin de connaître ce que c'était le tango. J'avais fait pendant 3 ans ou 4 ans des scénarios pour la télé sur l'histoire je fais comme ça parce que du rock argentin. Je fais comme ça parce que c'est pas du rock classique, c'est un mélange de rock avec du tango et du folklore. Et c'était un mouvement musical qui avait été très important au moment de la dictature. Un mouvement de résistance culturelle, de liberté. Et là, je connaissais un peu, J'avais fait ça pendant quelques années. Et les responsables d'une chaîne de télé me disent, est-ce que tu ne voudrais pas faire la même chose avec le tango? J'ai dit oui, mais sauf que je ne connais pas trop le tango. Et on m'a mis à côté des gens qui connaissaient vraiment. Alors, j'ai collaboré avec eux, j'ai énormément appris grâce à eux. Voilà. Vous êtes déjà venu à Caen, vous êtes venu en 2017. Et je crois au 18. En 2017. Oui. Vous êtes venu à Caen en 2017. Et c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. Oui. Et vous aviez présenté avec les sœurs Caronique un extrait d'un spectacle que vous avez monté avec elles autour de l'un de vos livres. Des 2 livres, oui, 2 livres. D'un livre des micro-nouvelles qui s'appelle La vie impossible et un roman chinois qui s'appelle Le pays imaginé. Voilà. Vous êtes revenu ensuite à Caen, à l'IMEC. Exactement, j'étais en résidence à l'abbaye, un lieu magnifique, vous connaissez peut-être. Oui. Eh bien, on est heureux de vous accueillir pour la 3e fois Merci. en Normandie. Merci beaucoup. Et on va parler donc justement de 2 de vos ouvrages, Un père étranger et Un fils étranger, tous les 2 parus aux éditions de la Contralée. Ce sont les 2 derniers ouvrages qui ont été traduits en français. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous venez de sortir un livre en espagnol, Fin Dieu. Non. Oui. J'ai publié un livre qui s'appelle Faster, avec un titre en anglais. Faster, puisque c'est. Et qui parle de plusieurs choses, mais où il y a ce personnage qui s'appelait Juan Manuel Fangio, qui est connu pour les plus jeunes comme une expression seulement, et pour les plus âgés, comme moi, comme une personne. C'était un champion, c'était le grand champion de Formule 1, avant Schumacher et tout ça, et il était argentin. Voilà. Et c'est un personnage du livre. Voilà. Mais ce livre, qui vient de paraître en espagnol, il va paraître en mai en France. Oui. Très bien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter les lecteurs de Noir et Rouge, Martine, Paul, Michel, Laure. Et j'avais envie d'écouter un premier extrait qui vient
vient de Un fils étranger, Un fils. Super. que Martine va nous lire. Merci. Le grand risque dans un voyage de ce genre est de se fixer pour objectif de comprendre une personne ou de comprendre le passé de cette personne par l'intermédiaire d'un pays. Puis-je examiner le pays d'enfance de mon père autrement qu'à partir du futur que j'occupe aujourd'hui en tant que descendant? Le plus important, me dis-je, est de séparer l'enfance de mon père du présent de la Roumanie. Par moments, la brutalité du XXe siècle y aide. Il s'est produit une coupure sauvage avec cette guerre mondiale que mon père a fui, et après, avec l'ère Ceausescu, que mon père n'a pas connue, mais dont il a souffert à distance. Je voulais commencer par cet extrait parce que j'ai comme ça le sentiment que dans Un père étranger, qu'il a été écrit aussi pour que vous alliez plus profondément à la rencontre de votre père ou à la rencontre du passé de votre père. Parce que c'est un livre qui est difficile à résumer, ou s'il n'est pas difficile à résumer, on peut en parler de différentes manières. Parce que c'est un livre dans lequel vous êtes, vous, un peu le narrateur. Oui. Donc il y a l'histoire de cet homme qui arrive à Paris et qui décide, qui a envie de faire une enquête sur Joseph Conrad. Donc il part visiter en Angleterre Oui, la maison de Conrad vivait en Angleterre. Conrad vivait en Angleterre. Donc il y a toute une histoire autour de Joseph Conrad et de sa femme, et Jessie. Et donc on voit aussi à un moment donné, dans une autre partie, qui n'est pas une autre partie, à un autre moment, vous racontez, mais je crois que c'est une histoire qui vient de la femme de Joseph Conrad, l'histoire de Mine, un Allemand, qui, en lisant une des nouvelles de Joseph Conrad, se reconnaît et trouve que Conrad se moque de lui, se moque de lui, et Mine veut le tuer, veut l'assassiner. Et puis enfin, votre père, vous parlez beaucoup de votre père, notamment parce que lui-même a écrit un roman, le début d'un roman qui s'appelle La Déroute, et donc vous citez quelques extraits dans votre livre. Comment avez-vous pu construire un tel livre? C'est-à-dire, comment êtes-vous parti de ces contraintes? En fait, le livre reproduit, le livre montre, je ne cache pas, comment il a été écrit. D'une certaine manière, le livre exprime comment je suis arrivé à l'écrire. Le livre est une fiction, avec des éléments biographiques, mais le livre l'explique un peu. C'est très simple. À l'époque, j'habitais à Madrid, j'habitais en Espagne, et je découvre un livre écrit par la veuve de Conrad. Je dis la veuve parce que quand elle écrit le livre, Conrad était déjà mort. Et elle écrit un livre qui remémore sa vie avec cet écrivain tellement connu. De son vivant, ça veut dire, quand Conrad était vivant, Jessie avait publié un livre, un seul, un livre de recettes de cuisine. Quand Conrad meurt, je pense que Jessie découvre qu'elle écrit très bien. Elle écrit. Et là, elle écrit une mémoire de ses années avec Conrad. Conrad était un personnage très étrange. Il était polonais, il était très taciturne, avec une barbe, il avait été marin, il était plus âgé qu'elle, il parlait très peu de son passé. Voilà, c'était un personnage très mystérieux même pour elle.
Elle finit mariée avec cet homme qui était presque un inconnu. Elle raconte des tas de choses qui sont fascinantes, et il y a une chose qui m'a fasciné quand elle raconte la lune de miel. Elle vient de se marier avec cet homme qui est un inconnu pour elle. Ils prend le train pour aller à côté, pour prendre le bateau. Ça veut dire, après le train, ils vont prendre le bateau pour traverser, parce que la lune de miel va se passer en France. Conrad aimait la France. Conrad aurait pu être un écrivain français, mais il décide d'être un écrivain anglais. Alors, Conrad était le marin. Mais dès qu'il monte dans le bateau, Conrad a le mal de mer. Et c'est un désastre. Et quand il arrive en France, Conrad, qui avait déjà presque 15, 1 ou 20 ans plus qu'elle, semble avoir 201 ans plus qu'elle. Elle doit s'occuper de cet homme dans un pays où elle ne parle pas la langue, avec cet homme qu'elle ne connaît pas. Et il y a cette scène dans le livre qui m'a énormément touché, où Conrad a la fièvre et commence à délirer dans une langue qu'elle pense que c'est le polonais. Elle ne sait même pas si c'est le polonais. Alors je pense que plus de solitude que ça, je ne sais pas si on peut imaginer. Elle est vraiment toute seule dans ce pays avec cet homme qui délire dans une langue. Quand j'ai lu ça, j'étais hyper touché et je commençais à écrire. Je ne savais pas ce que je faisais, mais j'étais touché et je commençais à écrire. Et d'habitude, j'ai eu une petite idée. Est-ce que je vais écrire une nouvelle, je vais écrire un roman? Là, je ne savais pas. La seule chose que je savais, je devais écrire ça. Et quand je commence à écrire, après avoir écrit pendant 2, 3, 4 jours, je m'arrête et je fais ce qu'il ne faut jamais faire. Parce qu'il ne faut pas le faire, je me demande pourquoi je suis en train d'écrire ça. Quand on se demande ça, on arrête. D'habitude, on n'écrit plus. Mais c'était pourquoi je suis en train d'écrire ça. Et la réponse était tellement évidente que j'étais presque le seul à ne pas le comprendre. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent auraient compris. Mon père était étranger. Mon père était quelqu'un qui ne parlait pas de son passé. Mon père, tout comme Conrad, savait totalement réinventer une vie en Argentine. Mon père était marié avec une femme, ma mère, beaucoup plus jeune, qui n'osait pas trop demander sur son passé. C'était un miroir, c'était un double. Mon père, j'avais vu mon père dans les derniers moments de sa vie parler dans une langue que peut-être c'était le roumain, je ne sais pas. Je ne parle pas le roumain. Alors, même ça, c'était un miroir c'est évident. Et ça faisait des années que je voulais écrire sur mon père. Ça faisait des années, des décennies que je voulais écrire sur mon père. Quand vous commencez à écrire sur ce roman, là, Et votre père est décédé. Oui, mais mon père est mort en 2000. Et Parce que quand on lit les premières pages, on est à la mort de votre mère, à la démission de votre mère. Bien sûr, c'est un roman, et le présent du roman, le temps du roman est un autre. Oui. Je parle de la mort de ma mère parce que c'est vrai que quand ma mère est morte, on est resté face à face avec mon père. La personne qui faisait le lien entre mon père et moi, c'était ma mère. Et quand elle est partie, j'étais devant un homme que j'adorais, que j'aimais énormément, mais c'était un étranger, finalement. Et un étranger dans les deux sens du mot, qu'en espagnol on n'a pas. C'est très riche. Et parce qu'en espagnol on dit extraño ou extranjero, hein, voilà. Mais c'est ça. Et je ne voulais pas écrire un livre, aller d'une manière frontale. Je ne voulais pas et je ne pouvais pas, les deux choses. Et soudain, j'ai trouvé dans cette histoire de Conrad, pardon? Il y avait des correspondances. Des correspondances, sans doute, des correspondances, mais aussi, au début, c'était un échafaudage d'une certaine manière, mais un échafaudage que normalement, l'échafaudage, on le retire. Et moi, je le laissais. Je le laissais parce que je construis cette fiction où il y a cet écrivain. En fait, s'il faut pitcher, comme on dit aujourd'hui, l'histoire, c'est un écrivain qui veut écrire un roman sur Conrad, qui prend le bateau pour aller en Angleterre pour écrire sur Conrad et qui, en fait, à la recherche du fantôme et du passé de Conrad, se trouve face
à son passé et face au fantôme de son père. Et puis, plutôt que rencontrer Conrad, qui est assez absent parce qu'en plus, c'est assez comique tout ce qui s'arrive en Angleterre, il rencontre un peu son père et son passé. Et les deux histoires, comme les fantômes, un peu c'est cachent, se superposent. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et justement, à propos de, puisqu'on vous en parlait un petit peu de l'écriture de ce roman, on va écouter, il y a un passage d'un père étranger autour de l'écriture, de ce que l'auteur imagine, j'imagine. J'imagine une mine arrêtée, en suspens, dans les environs de Pant Farm. J'imagine Jessie qui promet d'emmener Boris au cirque. J'imagine Joseph en train de dire à Jessie qu'au sommet de la colline de Hampton, l'air est parfois tout chargé de sel. J'imagine Jessie en train de penser que Joseph ne peut pas vivre sans la mer. J'imagine Boris écrivant sur la machine Yost. Enfant, devant le regard ému de sa mère. Adulte, son père est mort, en cachette de sa mère, en train de forger sur la vieille Yost un faux original de Joseph. J'imagine mon père en train de relire ses cahiers, en se demandant comment il doit terminer son roman. La trame s'est beaucoup étendue. L'écheveau de la trame s'est étalé. J'imagine mon père lisant un livre, La Déroute, qui porte le titre de son roman inédit, se demandant si on a le droit de lui voler son titre. Je l'imagine en train d'y lire avec surprise et satisfaction une phrase originellement imaginée pour son livre. Convaincu que la mer ne lui apporterait plus que des malheurs, il décida de vivre loin du port. Merci. Donc vous découvrez, ou c'est votre père qui en parle, et votre père à un moment vous dit je vais écrire, ou j'ai écrit le début d'un roman. Oui. Vous découvrez les cahiers. Mon père, qui était né en Roumanie et qui son rêve était de vivre en France, il a passé des années à Paris. Mon père est né en 1914. Et alors il est arrivé en France dans les années 30 et il avait commencé des études de médecine, de chimie, tout ça. Et quand il a vu venir la guerre, il a pris le bateau et il s'est échappé de la guerre. Et après, il a travaillé de ça, il a été lié toujours à la chimie et tout ça, mais quand même il aimait l'art. Chez nous, on écoutait tout le temps, il adorait la chanson française. J'étais petit et chez nous, on écoutait Brassens, Reggiani, Trenet, tout ça. C'était vraiment le quotidien à la maison. Et le mythe dans la famille, c'était qu'il avait commencé un livre, il avait commencé à écrire une biographie de El Greco, de peintre, mais qu'il avait brûlé. Voilà, ça c'était le mythe dans la famille. Et quand j'ai publié mon tout premier roman, qui s'appelle Agua, et c'était publié en France en tant que Le désordre électrique, mon père l'a lu. Et à la suite de ça, il s'est mis à écrire. Il a commencé à écrire un roman. Et un jour, il m'a dit, j'ai commencé à écrire. Et là, je raconte, ça c'est vrai, je raconte dans le livre qu'il m'a donné rendez-vous, il m'a posé 10 000 questions, mais totalement techniques. Quelle marque de cahier, quel stylo, quelle couleur de stylo, comme si ça aidait à créer un livre. Ouais, ça peut aider, mais C'est pas le principe. mais ce sont des illusions. Moi, ça peut m'aider le rouge, peut-être pour lui c'était le bleu. Il n'y a pas une recette. Et après, je dis, c'est vrai que je suis parti, je suis venu en France en 98. Et quand je suis parti, en 98, mon père est resté en Argentine en écrivant
ce roman. Et ce que je dis dans Un père étranger, que c'est pas... Pour un moment, maintenant je le vois, je le comprends, je le vois maintenant comme ça. On a un peu échangé. Je comprenais pour la première fois ce que c'était d'être étranger. Je me mettais un peu dans sa peau, dans sa vie. Et lui, il écrivait un roman. Peut-être il s'est glissé un peu dans ma vie. Voilà. Et pour un moment, on a fait comme cet échange-là. Bien sûr, il continuait à être étranger, moi j'ai continué à écrire, mais quand même, on connaissait un peu l'autre aspect des vies. Et c'est après la mort de mon père que j'ai découvert qu'il avait avancé, qu'il avait écrit 6 cahiers, et que c'est un roman assez raté d'un point de vue de construction romanesque, parce que c'est une digression presque absolue, c'est peut-être aussi une forme, c'est peut-être une forme. Il y a un écrivain uruguayen qui s'appelle Leo Maslia qui a écrit un roman comme ça, que c'est une digression. À chaque fois, on croit que le livre va... Voilà. Mais je pense que lui, il l'a fait comme ça, d'une manière spontanée, mais ça n'empêche pas qu'il y a des bons moments, je trouve. Et j'ai pris de toutes ces histoires, j'ai pris une histoire parce que c'est une seule où il n'y a pas beaucoup d'histoires qui se déroulent en Roumanie, parce qu'elle est assez autonome, parce qu'elle parle de la mer, de la navigation, elle est un peu conradienne avec beaucoup de guillemets. Et j'ai pris cette histoire et j'avais déjà avancé dans l'écriture, et j'ai décidé de prendre ça et de l'insérer en 3 partie à l'intérieur du roman, mais je l'ai inséré pas tel quel. Je l'ai modifié un peu, non dans l'idée de corriger l'écriture de mon père, mais plutôt dans l'idée d'écrire avec lui. Je trouvais que c'était beau d'écrire avec lui. Alors ce que j'ai fait, c'est de temps en temps, j'ouvrais des phrases. Ça, c'était un peu olympien. Ce que je faisais, je glissais des choses à l'intérieur de son écriture. Et voilà, c'est le seul fragment de ce livre, qui bien sûr est inédit, sont des cahiers, et qui s'appelle en espagnol El Derrumbe, parce que mon père a écrit le titre avec une faute d'orthographe. En espagnol, on écrit Derrumbe. Je me la pète un peu parce que je peux faire le R. Derrumbe, derrumbe, ça veut dire l'écroulement. Et mon père avait dans sa tête, le livre s'appelait Derrumbe, mais il écrit Derrumbe avec un seul R. Et je dis dans le livre que peut-être c'est un néologisme involontaire, mais je trouve que c'est assez poétique, parce que dès rumbo, c'est comme changer de cap. C'est un peu ce qu'il a fait dans sa vie. Alors pour Jean-Marie Sanlu, qui est le traducteur du livre, c'était la chose la plus difficile. Il avait déjà traduit le livre, il me disait je trouve pas l'équivalent. Et le temps passé, et un jour il m'appelle très tard dans la nuit, il me dit j'ai trouvé. Et c'est génial, ça c'est un bon traducteur. Il a trouvé la déroute et la déroute. Il a fait le contraire, il a ajouté le double R, il a trahi comme trahi un bon traducteur. Il trahit, mais à la faveur du livre, dans l'esprit du livre, il a eu cette trouvaille de la déroute que je trouve extraordinaire. Et le thème dont vous parlez, qui est éternellement, toujours présent dans les 2 livres d'ailleurs, c'est l'exil. Oui. Alors, il y a l'exil forcé, l'exil quand on n'a pas le choix, comme votre père. Oui. Et est-ce que c'est un exil quand vous venez en France? Non, mais nous-mêmes en Argentine, on fait le tri. On n'utilise pas le mot exil pour des choses comme ça, on utilise émigration. Émigration ou exilio. Exilio, c'est obligé. En tout cas, nous, on l'utilise comme ça. Hein. Après, on peut voir ce que la Real Academy a dit, mais nous, on l'utilise comme ça. Culturellement, il est devenu comme ça. Quand on parle d'exil, on comprend que c'est forcé, obligé, et surtout politique. Et après, il y a l'émigration, qui parfois est forcée pour des raisons économiques. Et dans mon cas, non. C'était pas non plus économique.
je voulais le faire, je voulais faire l'expérience de vivre ailleurs, peut-être parce que je voulais comprendre un tout petit peu plus ce que c'était de vivre ailleurs. Aussi parce que, comme je l'ai dit au début d'un père étranger, Paris, qui était le lieu que j'ai choisi, c'était le paradis perdu de mon père. À la maison, on avait le plan de Paris. C'est-à-dire accroché au mur, dans un tableau, il y avait le plan de Paris. Et le plan de Paris était devant le téléphone. À l'époque, on ne bougeait pas. On ne pouvait pas bouger, c'était le téléphone fixe. Ça veut dire que parfois, j'ai passé des heures à parler, et parfois, c'était un peu ennuyant, la conversation, et j'étudiais le plan. Et je connaissais Paris par cœur quand je suis arrivé, mais en même temps, je ne la connaissais pas. Je connaissais une abstraction de Paris par cœur. Je savais que si je prenais cette rue-là, il y avait le Panthéon. Si je tournais à gauche, la rue Soufflot, il y avait le... Mais je ne connaissais pas l'aspect, parce qu'il n'y avait pas Internet. Vous saviez que votre père était passé à Paris. Ah oui, bien sûr. Il ne parlait pas de la Roumanie, mais il parlait tout le temps de la France. Absolument. Il parlait tout le temps de Paris, et en plus, il y avait la famille. Mon père avait une cousine qui est restée en France. Et j'ai eu une famille française. Et à l'âge de 10 ans, je suis venu pour la première fois. J'avais déjà visité la France 2 fois. En tant que touriste, on va dire. C'était plus complexe que ça. Je venais connaître ma famille. Je connaissais déjà un peu. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il y avait ce rapport avec la France depuis toujours. Oui. Mais alors, dans le cas de mon père, il aurait, si la guerre n'était pas arrivée, il serait resté en France, sans doute, à Paris, sans doute. Sans doute. Ouais. Et quand mon père était assez âgé, je me souviens quand je lui ai dit que j'avais l'intention de rester, au début c'était une année en France. Au début j'ai dit pas France, j'ai dit je voudrais partir. Il m'a dit où? Et quand j'ai dit Paris, il m'a dit oui. Je pense que si j'ai dit c'est Rome ou n'importe où, il a dit oui, tu veux. Mais Paris, oui. Même si j'étais conscient que j'abandonnais mon père, il était assez âgé, mais il était en couple. Ça aussi me rassurait. Il était avec une autre dame. Oui, votre père, en fait, c'est 2 fois qu'il vit en exil, un exil forcé, de Roumanie à Paris et de Paris à... Oui, d'une certaine manière, c'était pas un exil officiellement, parce que normalement il était parti pour faire des études, mais mon père, chose que j'ai découvert après sa mort, mon père était juif. Mon père était de famille juive. Il dit, j'ai grandi sans le savoir, j'ai découvert ça après sa mort. Et le fascisme et l'antisémitisme en Roumanie étaient déjà bien établis. Et alors, officiellement, il était parti pour faire des études, et c'est vrai, mais aussi, il partait un peu pour respirer. Et il voit venir la guerre, il fait le deuxième mouvement, et le deuxième mouvement, il n'avait pas vraiment l'argent pour aller aux États-Unis, c'était beaucoup plus cher, et le billet qu'il pouvait acheter, c'était il achetait le billet le moins cher pour prendre un bateau pour aller en Amérique du Sud, parce que le bateau fait le Brésil, le Montevideo en Uruguay et Buenos Aires. Et pour lui, ça voulait rien dire tout ça. Honnêtement, ça voulait rien dire. Il a dit, bon, tant que je paye, je vais jusqu'au bout. Et surtout, à l'époque, il avait, à Paris, il achetait une gomine, ça s'appelait Argentum, quelque chose comme ça. Et il a dit, bon, peut-être je vais au pays de la gomine, sans savoir que c'était assez vrai, parce que le tangueros et Gardel, c'était très gomine. Voilà. Ouais. On va écouter quelques pages sur l'exil. Je ne sais pas qui dit, c'est Paul, sur l'exil, qui est un extrait de Un père étranger. Je vivais encore à Buenos Aires et je venais d'emménager dans un nouvel appartement
après avoir habité plus de 10 ans dans celui que je venais de quitter, quand j'ai dû faire un voyage à l'improviste, un voyage de 7 semaines en Europe. La dernière semaine, une nuit dans un petit hôtel de Londres, je me rendis compte que ce n'était pas le logement que j'allais retrouver qui me manquait, mais l'autre. Celui qui n'était plus mon foyer, mais que je gardais plus solidement enfoui dans ma mémoire. Je me souviens que, rentré en Argentine, j'ai déposé mes bagages à mon nouveau domicile. Et que ce fut comme si j'arrivais dans un lieu étranger, au lieu de rentrer chez moi, comme si j'étais encore à l'étranger. Je me souviens de cela, et je suis tentée de conclure que c'est ainsi que fonctionne l'exil. À mesure que le temps passe, le pays qui nous manque n'est pas toujours celui qui nous attendrait si on décidait de rentrer, mais un autre. Un pays qui n'existe plus, ou qui n'existe qu'au plus profond de notre mémoire. Je me souviens de cela et je me dis que non seulement mon père n'était pas rentré en Roumanie, mais qu'il n'avait pas tenté de le faire. Et qu'en 40 ans, les 40 dernières années de sa vie, il n'avait pas prononcé, d'après ce que je calcule aujourd'hui, plus de 100 mots dans sa langue natale. Vous avez pensé que tout le roman est construit comme ça, par des phrases qui commencent par le « je me souviens » ou « j'imagine », c'est pas comme ça. Hein. Ils ont choisi deux extraits qui fonctionnent comme ça. Mais c'est pas que anaphore le livre. Il y a des phrases qui commencent d'autres manières, je vous assure. Hein. Ça change, ça change. Ce sont les deux moments les plus péréniens qui sont lus. Non, je rigole, mais je dis au cas où, parce que en écoutant, je me dis ah oui, quand même. Mais il y a aussi tous les ou bien. Oui, non, il y a. Moi, j'ai beaucoup. Dans ce livre-là, j'ai travaillé quelques démarreurs, comme on appelle, qui reviennent, mais oui. Et ça fait penser un peu au film d'Alain Resnais, Smoking or No Smoking, où il présente une scène et puis il dit ou bien. Ou bien. Et on voit les mêmes personnages et la situation Un est film différente. très olivien. Très olivien. Oui. J'aime beaucoup ce film. Je reviens à l'exil, qui est souvent marqué par un traumatisme, l'exil. Oui. Et vous décidez aussi d'aller en Roumanie à la rencontre de... On passe à l'autre livre. Oui. Oui. Alors, oui. Puisqu'on vient de parler... Oui, non, mais c'est bien. Non, mais oui. Mais on va revenir après. Non, c'est... Oui. C'est pour... Voilà. Alors, quand j'ai publié Un père étranger, j'étais sûr d'avoir bouclé ce sujet de mon père. Je n'avais pas l'idée d'écrire, je n'avais pas l'intention d'écrire un deuxième livre. D'habitude, j'aime bien changer de livre à livre. Les livres sont assez différents. En tout cas, dans mon idée, ils sont différents. Sauf que, quand Un père étranger est paru en Argentine, un ami, un très bon ami de là-bas, juif, a lu le livre. Et là, il a découvert des choses que personne ne savait, les choses que j'ai racontées dans ce livre-là, parce que, en fait, j'ai découvert tout ça soudain. J'ai découvert que mon père était juif, j'ai découvert des choses que j'avais grandi avec mes amis. On va revenir voilà. là-dessus, mais vous avez découvert petit à petit. Il y a des choses que j'ai... il y a des choses que mon père m'a annoncées. Il y a des choses que j'ai découvertes parce que mon père, un jour, il m'appelle pour me dire qu'il était plus âgé de ce que je croyais. Ok, je lui ai dit. Il était plus âgé parce que, normalement, pour échapper à Roumanie et le service militaire et la guerre, mais avec mon père, on ne savait jamais qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est faux. Là, il vous dit ça, vous êtes enfant ou adolescent quand il vous... J'avais 15 ans. 15 ans, il me dit ça. Ce qui est assez bizarre, parce que finalement, on se projette, on fait des calculs, et soudain, on m'avait volé des années avec mon père. Voilà. Après, quelques années plus tard, il m'appelle pour me dire
quand il est venu en Argentine, qu'il avait pris le bateau, la légende était qu'il était venu tout seul, mais en fait, il était venu avec une femme. Ok, d'accord. Ouais. Bien sûr, ma question c'est, mais tu as eu des enfants avec elle Non, non, non. Avec mon père, on ne savait pas. Peut-être un jour, il va apparaître un frère, mais je ne rigole pas, je ne sais pas avec lui. Voilà. Voilà. Après sa mort, j'ai continué à découvrir des choses. J'ai découvert qu'il avait changé son nom de famille. J'ai découvert que mon nom de famille n'est pas le vrai nom de famille de mon père et qu'il avait changé le nom. Très bien. Et à la suite, j'ai découvert, parce que cette dame avec laquelle il a été en couple après la mort de ma mère, il m'a raconté que mon père avait avoué qu'il était juif. Encore une fois, je n'étais pas sûr non plus. Mais voilà. Et à partir de tout ça, bon, je le raconte dans mon livre. Oui. Et cet ami, qui, quand on était jeune, il me disait tout le temps cette blague. Tu es juif, mais tu ne le sais pas. C'est une blague. C'est une blague parce que lui et un autre ami qui était juif étaient mes deux meilleurs amis. Et il me disait, tu es juif et tu ne le sais pas. Voilà, c'est une blague. Okay. Alors cet ami-là m'envoie par la poste le dossier que mon père avait présenté quelques années après son arrivée en Argentine pour obtenir la nationalité argentine. Et là, dans ce dossier, il ne pouvait pas mentir. Et là, il y a tout. Il y a l'adresse exacte de son natal à Galatz ou Galatique, c'est une petite ville presque à la fin du Danube, à côté de l'Ukraine et de la Moldavie, l'acte de naissance, il y a tout. Il y a tout. Là, il y a tout. Et j'avais jamais mis les pieds en Roumanie. Jamais. Parce que je savais pas, j'avais peur de ne rien trouver, et surtout je ne savais pas par où commencer la recherche. J'avais rien. Et là, j'avais des fils où je pouvais tirer. Je suis parti, mais je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Je suis parti pour moi et pour mon fils aussi. Bien sûr, j'avais un calepin, je prenais des notes, c'était important pour moi. Et j'arrive, et je passe la nuit à Galatz, et le lendemain, bien sûr, je me lève, et la première chose que je prends courage, et je vais sonner à la porte de la maison natale de mon père. Bien sûr que j'avais l'adresse exacte. Alors, j'avais prévu les choses qui pouvaient se passer. J'avais prévu, ils vont m'ouvrir, ils vont pas m'ouvrir, ils vont être sympas, ils vont être pas sympas. J'avais tout prévu, sauf ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, je pense que c'est... Peut-être qu'il y a des bons écrivains qui peuvent inventer cette histoire-là. Moi, honnêtement, je serais incapable d'inventer. Ici. Exactement. On peut l'entendre. On peut l'entendre? Oui. On peut l'entendre. Cela fait quelques minutes que je suis devant le portail de la rue Holbein quand je vois approcher une jeune femme d'environ 25 ans. Je lui explique en anglais mon père, Galatie, 100 ans, la maison. Elle me prie d'attendre. Elle entre. Son mari paraît aussitôt. À peine lui ai-je raconté mon histoire qu'il s'émeut et me fait entrer. Je sens mes jambes trembler, mes yeux s'humidifient et mes mains se couvrent de sueur. Je ressens tout ce qu'il faut ressentir dans des circonstances si importantes. Mon père est né ici, me dis-je. Mon père a vécu, a grandi et a rêvé ici, me dis-je. Et je le dis peut-être à Cyprien, je ne sais pas. Je regarde sa fille, je regarde sa femme, si jeune, qui est émue, elle aussi. C'est une des rares occasions où, sans rougir, je pourrais écrire qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Puis nous allons dans la cour où de nouveau je suis émue, jusqu'à ce que Cypriane me conduise vers une autre maison, au fond. Sur le devant de cette bâtisse, il y a un homme très âgé. Ils se mettent à discuter, leurs regards me font comprendre qu'ils parlent de moi. Soudain, je vois Cypriane faire non de la tête
avec une moue de déception. Les numéros. Les numéros des maisons de cette rue ne sont pas les mêmes qu'autrefois. Celui de notre maison, hélas, n'était pas le 24 quand votre père est né. Selon le vieil homme, la maison qui aujourd'hui est au 24 était hier au 18, celle du 22 au 16, et celle du 20 était au 14. Et celle qui est aujourd'hui au 28 était au 24 à l'époque. Je note tout ça dans mon carnet comme si je notais des tuyaux pour une course hippique. Allons, allons au numéro 28. Nous sortons dans la rue Holban, faisons 10 pas à peine. Cyprien s'arrête et sonne, plein d'espoir, avec l'envie de raconter mon histoire à celui ou à celle qui nous ouvrira. Mais personne ne répond. La voiture rouge n'est pas là. Ils sont au travail. Ils rentreront vers 7 heures, c'est certain. Je sens encore les larmes dans mes yeux et la moiteur de mes mains. Mais soudain, tout me semble faux, déplorable, un fiasco. Alors oui, quand cet épisode s'est produit, pour moi c'est un épisode très intéressant parce que cette émotion elle est vraie. La maison est fausse, mais la maison est fausse, mais l'émotion est vraie. Et ça pour moi c'est la fiction. La bonne fiction c'est ça, la maison est fausse, mais l'émotion est vraie. Alors quand tout ça s'est produit, je rentre à l'hôtel. J'ai besoin de rentrer à l'hôtel. Je rentre à l'hôtel. Il y a une autre chose qu'on va pas tout vous le cacher, mais une autre chose qui se passe ensuite, qui est encore plus incroyable. Et là, je me suis dit, ça c'est un livre. C'est mon père qui s'amuse et qui me dit, mais là, il y a un livre à écrire. Jusque-là, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Et là, je me dis, peut-être que c'est un livre. Parce que ces deux choses qui viennent de se passer dans l'espace de 3 heures, sans comique, il y a tout, il y a le comique, il y a le tragique, il y a tout. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, je commençais à prendre des notes d'une manière moins innocente. Ça veut dire aussi pour moi, aussi pour mon fils, et je commençais à prendre des photos C'est ça. d'une autre manière. Par exemple, je commençais à voir autour de moi que toute la ville, les numéros des maisons étaient un peu retouchés. Comme un décalage, comme si la ville avait eu comme un décalage. Et je commençais à regarder la ville d'une autre manière. Les photos qu'on découvre grâce au QR code. Oui, C'est ça. exactement. Ouais. Exactement. Et de même une vidéo. Oui, Ah, aussi. il y a un lien vers une vidéo. Oui, oui. Ça, on comprend. Non, j'avais une idée, et puis si, ça me revient. Vous parlez d'un personnage, Mirai, Oui. qui est Oui. quelqu'un qu'on ne connaît pas ici, Non. et qui est un avocat, Un écrivain, oui. un avocat, Oui. mais qui est un écrivain, qui a écrit des pièces de théâtre, et qui a écrit au moment du pogrom, au moment où Un journal. qui a écrit un journal dans lequel il y a des pages très très fortes. Il y en a plusieurs, mais il y a 2 écrivains juifs de cette époque-là, on va dire des années 30 en Roumanie, que je trouve non seulement deux excellents écrivains, mais très intéressants aussi. Max Blecher, qui est venu en France, qui était très malade et qui écrit des romans, et Michael Sébastien. Michael Sébastien, après sa mort, on a découvert un journal qu'il a commencé à écrire sans imaginer que, au début, il raconte les femmes qu'il connaît. Au début, c'est très mondain, parce que c'est pas quelqu'un qui met la religion juive au centre. C'est quelqu'un qui est un juif intégré vraiment dans cette vie cosmopolite de la Roumanie, un peu comme la famille de mon père, si je comprends bien. Mais au fur et à mesure qu'on passe des pages et qu'on avance,
on voit comment le crescendo du fascisme, de l'antisémitisme, mais aussi comment il change. Il change. À un moment, il est banni en tant qu'écrivain, et alors il doit demander à des amis de signer ses pièces de théâtre pour lui, pour continuer à travailler. Et j'utilise un peu le journal pour imaginer aussi un peu une possible vie, en général, de mon père, s'il était resté en Roumanie. Et aussi pour compléter un peu des trous. C'est curieux parce que j'ai lu et j'ai traduit en espagnol un livre de Sonia de Villers qui s'appelle Les Exportés. Un livre que je vous conseille, qui raconte comment la grand-mère de Sonia et sa mère étaient roumaines. Et ils ont réussi à échapper de la Roumanie. Elle raconte, je veux pas résumer le livre, mais elle raconte comment ils ont fait ça d'une manière incroyable aussi. Je pense qu'aucun écrivain pourrait inventer ça. Mais elle utilise le journal de Michael Sébastien dans son livre, et même 2 ou 3 fragments qui sont les mêmes pour combler un peu les trous de l'information qui manque. Et c'était fou, moi j'ai traduit ce livre en espagnol parce que j'ai été très touché par ce livre. Ouais. C'est encore plus fou cette histoire. Parce que, en fait, vous traduisez Sonia de Villers, c'est une femme qui fait des émissions sur France Inter. Tout à fait. Oui, c'est son seul livre. Vous ne la connaissiez pas? Non. Et vous traduisez ce bouquin? Oui. Et dans ce livre, donc, il est question de 2 sœurs. Ça, c'est incroyable. Qui sont arrêtées par le Parti communiste. Il y a 2 sœurs qui s'appellent les sœurs Samueli, qui sont des 2 espionnes, une pour les Anglais, l'autre pour les Américains, c'est bien, chacune, et qui sont arrêtées, et qui sont les ennemis jurés un peu de la grand-mère de Sonia, et que même la grand-mère de Sonia et la mère de Sonia sont convaincus qu'elles les ont vendues. Voilà. Quand je traduis le livre... Alors quelles étaient ces personnes-là, la grand-mère et son mari, étaient des gens très bien placés au Parti communiste. Exactement. C'est ça. Exactement. Et quand je traduis le livre, les sœurs Samueli sont 2 personnages du livre, les sœurs Samueli. Sauf que ma cousine, qui est la fille de la cousine de mon père, qui est la spécialiste de l'histoire de la famille, lit le livre de Sonia et m'appelle et me dit: Eduardo, tu sais, les sœurs Samueli sont de notre famille. Alors je dis: non mais tu rigoles, non, les sœurs Samueli sont de notre famille. J'appelle Sonia, j'envoie un message à Sonia, je lui dis: écoute Sonia, on est un peu ennemis quand même, parce que les sœurs Samueli sont de ma famille. Elle commence à rire, et elle me dit: non mais ça c'est vraiment, il n'y a pas de hasard. C'est incroyable, c'est totalement incroyable comme histoire. Ouais. Votre père ne connaissait pas cette histoire? Je ne sais pas si mon père connaissait les sœurs Samueli. Mon père ne parlait pas de la Roumanie. Mon père ne parlait pas, et même dans le contexte d'un père étranger, je fais les dictionnaires de tous les mots roumains que mon père a prononcés devant moi, c'est 12 mots. Sauf le jour où on est allé à l'ambassade. Mais voilà. Alors c'est vrai que la Roumanie, pour moi, c'était rien. En fait, c'est un pays imaginé, la Roumanie. J'ai publié un roman qui s'appelle Un pays imaginé, mais le vrai pays imaginé, c'est la Roumanie de mon père. Cette habitude d'imaginer des pays vient de ce trou énorme qui était la Roumanie, dans une époque où on ne pouvait pas googler. Ça veut dire je ne savais pas ce que c'était la Roumanie. Est-ce qu'on peut lire peut-être un extrait des secrets? Peut-être pas les 3 secrets, les 4 secrets. Il y a 4 mots qui sont révélés. Maintenant que c'est plus un secret. Alors, l'âge, il a révélé. Mais bon, ce qui est intéressant dans la succession des secrets, c'est que ça se passe toujours Dans le même endroit. Oui, il y a toute une cérémonie. Voilà, toute une cérémonie. Oui, Donc, c'est vrai. on a le temps de lire
L'âge d'abord. 19h30. Je venais d'avoir 15 ans, quand un vendredi après-midi, et je m'en souviens parfaitement, mon père m'appela de sa voix rauque, brisée, avec son épais accent étranger renforcé par le tabac. Je montais le petit escalier de la maison de Buenos Aires où nous vivions alors, il y a plus de 30 ans. Il attendait debout près du lit double présidé par une copie d'un tableau de Modigliani montrant une femme nue. D'un geste nerveux, mon père me fit signe de m'asseoir sur le couvre-lit mexicain, orange, bleu, rouge et blanc. Puis il ferma la porte, s'assit à côté de moi et m'annonça que l'heure était venue de me dire qu'en fait, il avait 5 ans de plus que je ne le croyais. 5 ans de plus que son âge officiel. Plus tard, à l'occasion d'un autre anniversaire, en l'occurrence celui de mes 18 ans, mon père eut avec moi une autre conversation particulière, qui, d'une certaine façon, fut une copie de la précédente. De nouveau, il me fit asseoir sur le couvre-lit aztèque, comme ma mère appelait ce souvenir du Mexique. Or, cette fois, il y avait quelque chose dessus. Mon père venait de se couper les ongles, opération qu'il accomplissait presque toujours à huis clos, et les ciseaux étaient restés sur le lit. À l'époque, je pensais naïvement que lors de la conversation précédente, il m'avait livré son plus grand secret, le seul ou celui qui avait le plus d'envergure. Et cette fois-là, il me raconta qu'avant d'épouser ma mère, bien avant, dans les années 30, il avait eu une autre femme. Et que cette femme était inséparable de son voyage, c'est-à-dire de traverser l'Atlantique. Cette femme, dit mon père, était juive. Il lui avait fait prendre le bateau pour lui sauver la vie. Et il avait embarqué avec elle. Je me souviens que 15 ans après m'avoir confié le deuxième de ses secrets, 15 ans après, alors que je ne vivais plus sous son toit, mon père m'appela un matin pour m'inviter à dîner, car, me dit-il, il voulait m'annoncer quelque chose. Dans ma tête, brusquement, se déplia le fameux couvre-lit mexicain dont mon père ne se servait plus depuis la mort de ma mère. Dans ma tête, brusquement, s'alluma une lumière d'alarme. Mon père avait-il gardé en réserve un autre secret, un troisième secret de la même nature? Mon père m'annonça qu'il avait commencé à écrire son roman, après avoir lu Le désordre électrique, mon premier roman, que je venais de publier, et qu'il venait de lire comme un lecteur parmi d'autres, sans en avoir auparavant feuilleté les manuscrits. Je pensais que si le désordre électrique avait une utilité, c'était au moins que mon père ait renoué avec une vocation. Il n'avait encore écrit que 4 ou 5 pages, qu'il refusa de me faire lire, bien qu'il soit vrai que je n'insistais pas beaucoup, un peu troublé par son annonce. Il m'avait convoqué pour que je lui donne des conseils. Dans quel genre de cahier était-il opportun d'écrire? En réprimant un sourire, je lui répondis que tout cela était secondaire. Moi, je changeais tout le temps de cahier. Quelle marque de stylo lui recommandais-je? Quelle heure de la journée? Combien d'heures? À quel endroit? Qu'en pensais-je? Mon père était tenté par l'idée d'écrire non seulement chez lui, mais aussi dans les cafés. Qu'en pensais-je? Et l'histoire, ou enfin la trame, fallait-il l'avoir clairement en tête avant de s'asseoir pour écrire? Mon père avait déjà décidé de certaines choses. Il avait un fil conducteur, mais d'autres points lui résistaient, s'estompaient, avec une inexplicable autonomie. Qu'en pensais-je? Le soir, avant de m'endormir, je me dis que mon père m'avait posé beaucoup de questions sur de nombreux sujets, mais qu'il ne m'avait pas posé la question fondamentale. Il s'était mis à écrire un roman. Qu'en pensais-je? En fait, le secret peut-être que votre père ne vous ait pas confié,
c'est qu'il était de religion juive. Oui, et le changement de nom de famille. Et Le changement de nom de famille. Et Oui. vous pensez que votre père aurait pu vous dire qu'il était juif, mais qu'il y a eu à Buenos Aires. Alors, moi j'ai fait des hypothèses dans le livre, j'ai fait des hypothèses, et je joue avec des hypothèses. Et de la même manière que pour le roman de Conrad, il y a 4 fins, qu'il n'y a pas une seule fin, il y a 4 déroulements possibles. Moi je joue un peu avec des hypothèses. C'est vrai qu'à la fin, c'était un moment où on était très très proches, et oui, où peut-être qu'il aurait pu me dévoiler son secret. Mais c'est là où il y a eu 2 attentats de suite en Argentine. Il y a eu l'attentat à l'ambassade d'Israël. L'ambassade d'Israël est disparue. Et tout ce qui est resté est un trou. Et 1 an plus tard, il y a eu l'attentat à la mutuelle israélite de Buenos Aires. 92, C'est 93. terrible, terrible. Ouais. 2 attentats où encore aujourd'hui les responsables, c'est une longue histoire. On ne va pas rentrer dans ça parce que même il y a eu la mort de quelqu'un qui avait des pistes il y a quelques années. C'est très complexe. Et mon père, je me souviens que mon père était absolument bouleversé, comme tous, mais spécialement bouleversé. Il avait commencé à faire des petites sculptures. Quand il était jeune, il avait fait quelques sculptures et avait arrêté. Il avait repris ça. Il avait fait une série de petites sculptures allusives à ça. Et bien sûr qu'on était tous touchés, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Alors peut-être que ça lui a confirmé qu'il avait bien fait de cacher le secret, parce que je pense que dans sa tête, il était convaincu que ce silence était une manière de protéger quelque chose. Ça, je pense que ça peut s'expliquer comme ça. Encore une fois, c'est une série d'hypothèses, mais c'est plausible, on peut dire comme ça. Mais je fais pas des déductions absolues dans le livre. Je joue un peu avec des options. Oui, c'est plausible, surtout quand vous... Une autre chose que je ne sais pas, mais honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que ma mère savait? Est-ce que les secrets que mon père cachait, ma mère les savait ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. Et ma mère est morte avant mon père. Et j'ai aucune personne autour pour le savoir. Est-ce que savait le même que je savais? C'est-à-dire ces 2 secrets du lit mexicain. Est-ce que ça savait moins? J'en doute. Est-ce que ça savait plus? Peut-être. Quoi? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Là, on va terminer. Peut-être si vous avez des questions. S'il y a des questions. C'est quand même, il y a quand même beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre parce que mon père avait beaucoup d'humour. Et rendre hommage à mon père d'une manière solennelle et avec que du pathos et du sérieux, ça aurait été le trahir, honnêtement. Alors il y a plein d'humour. Et c'est pour ça que je dis que ce qui se passe avec la maison, qui est plein d'humour aussi, un humour noir, mais un humour quand même, ça me fait penser à mon père. C'est-à-dire, je trouvais que c'est cohérent avec son humour. Ouais. Je ne sais pas si vous avez une question. Donc on peut entendre. Pour terminer, donc c'est Laure Michel. Un soir, enfin, je dîne chez Karpinski. Je ne peux y échapper. Refuser serait l'offenser. C'est ainsi que je découvre, perplexe, que Karpinski a 10 enfants, 10 fils, qui sont nés sans interruption. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ans. Comme si sa femme et lui n'avaient jamais entendu parler de quelque chose qui s'appelle la contraception. Puis, plus perplexe encore, j'entends les prénoms de la dizaine de rejetons. Georges, Édouard, William, James, Charles, Henry, John, Stéphane, Harold. Edmund. Apparemment,
Apparemment, la femme de Karpinski a eu l'étrange idée de les baptiser en se référant au prénom des rois d'Angleterre, dans un ordre parfaitement décroissant, en évitant non seulement les répétitions et les prénoms féminins, il n'y a pas de filles ici, mais aussi les Cromwell. Il n'y a pas d'Oliver ni de Richard, ainsi que Caprisky se charge de le préciser en plissant le nez pour prononcer ce nom, Cromwell. J'assiste un jeudi soir à la causerie d'un traducteur littéraire qui traduit du français en espagnol. Une causerie dans les locaux de l'élégant Institut français de Madrid, non loin de chez nous. Et je ris avec les autres participants quand il évoque l'erreur d'un de ses confrères. Un confrère plus jeune qui donnait une conférence à Paris et avait commencé à dire, dans un français ibérique, très efficace en théorie, mais pas tant que ça dans la pratique, que pour traduire, il fallait avoir du coraje, à savoir oser affronter les erreurs, sauf qu'au lieu de traduire par avoir du culot, le pauvre avait dit avoir du culotte. Et le traducteur, qui évoque cette confusion, conclut, après les rires, que l'erreur n'exclut pas la réussite parce que traduire consiste à voir le texte original à nu ou en linge de corps. Bien, merci. Merci. Merci beaucoup, Merci. Eduardo. Merci. Merci pour la lecture. Merci beaucoup. Merci. Merci. Grand plaisir. Et merci pour cette invitation. Merci à la médiathèque, merci à l'association qui m'a invité. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être dans la